Il y a eu des centaines de conférences de citoyens dans le monde depuis 25 ans. Et les observateurs de ces conférences de citoyens, qui sont appelés quelquefois aussi jurys citoyens, rapportent à peu près unanimement la capacité étonnante de ces simples citoyens pour comprendre les enjeux, pour réfléchir, pour délibérer et finalement pour faire des choix. C'est-à-dire que se développe chez ces citoyens une double capacité qui correspond à peu près à une mutation de ces personnes. Cette double capacité concerne d'abord l'intelligence collective, c'est-à-dire que les citoyens développent des compétences, développent un niveau d'expertise. Mais un autre aspect, plus intéressant peut-être, c'est qu'ils développent une capacité empathique, une attitude altruiste. C'est-à-dire que les choix qu'ils font sont pour le bien commun plutôt que pour la défense de certains intérêts, en particulier les leurs ou ceux de leur famille. Par exemple, ils prennent en compte le bien des gens d'ailleurs, les gens du Sud, les gens des pays en développement, ou le bien des gens d'après, celui des générations futures, ce qui est assez exceptionnel et qu'on ne voit jamais chez les experts. Quelques exemples de comportements vertueux à l'occasion de conférences de citoyens qui se sont déroulées en France depuis 1998. Bien d'abord, on observe un souci de précaution. Par exemple, à la conférence de citoyens sur les OGM organisée par le Parlement en 1998, les citoyens ont exigé que toutes les recherches soient achevées sur les conséquences de ces pratiques-là avant la dissémination des plantes transgéniques dans la nature. Avec cette expression imagée, la paillasse du chercheur est dans le laboratoire, elle n'est pas dans la nature. Donc leur but est évidemment d'empêcher la dissémination des transgènes. Ça n'a pas été vraiment respecté puisque la pratique est toujours de faire des essais au champ, c'est-à-dire de continuer l'expérience dans le domaine de la nature plutôt que d'avoir tout fini à l'intérieur des murs du laboratoire. Les mêmes citoyens ont demandé de séparer les filières, c'est-à-dire les filières de culture, de récolte et de conditionnement entre les plantes génétiquement modifiées et les autres. Ceci préfigurait ce qu'on a appelé 10 ans après la coexistence. Ils étaient tout à fait en avance. Ils étaient aussi en avance sur l'étiquetage des aliments qu'ils ont exigé, que tous les aliments qui proviennent de plantes génétiquement modifiées soient étiquetés. Il a fallu 15 ans pour que ça arrive. Donc aujourd'hui ça existe, sauf pour l'alimentation animale. Et ils ont exigé une assurance spécifique pour la culture de plantes transgéniques. C'est-à-dire, leur idée c'était de couvrir les éventuels coûts exorbitants d'une catastrophe qui pourrait se produire à partir de là. Alors, les assureurs sont évidemment pas d'accord avec ça, ils ne savent pas vers quoi ils vont et ils ne veulent pas assurer, si bien que cette demande n'a jamais pu être réalisée. Dans une autre conférence de citoyens, on voit aussi le souci de précaution. Je peux citer la conférence de citoyens qu'on a appelée CIGEO, c'est-à-dire celle qui est organisée par la Commission du débat public en 2014 sur l'enfouissement des déchets nucléaires de haute radioactivité. Les citoyens ont demandé qu'on vérifie la faisabilité et la sécurité du projet d'enfouissement avant de faire ça à grande échelle. C'est-à-dire, ils ont demandé une mini-expérimentation. En particulier, ils se sont inquiétés sur la protection que pourra apporter l'argile contre la contamination des couches d'eau par les produits radioactifs. Ils ont aussi regretté qu'il n'y ait pas eu d'évaluation du coût d'une catastrophe majeure éventuelle. Autrement dit, ils ont voulu reporter leur avis à des expertises complémentaires. Et là, ils ont démontré la gravité des enjeux et aussi la légèreté des promoteurs. Donc c'est un avis qui n'en est pas tout à fait un, mais qui est assez fondamental. Un autre comportement vertueux, c'est la responsabilité devant l'avenir, c'est-à-dire voir plus loin que l'actualité immédiate. On a pu voir ça dans la conférence de citoyens sur les changements climatiques organisée par le ministère de l'Environnement en 2002. Les citoyens ont demandé de diminuer les crédits de recherche sur le nucléaire pour les transférer à la recherche sur les énergies renouvelables. C'était en 2002. Ils ont demandé la création d'un fonds mondial d'indemnisation de catastrophes naturelles, c'est-à-dire il faut absolument prévoir le pire. Ils ont demandé la prise en compte du caractère planétaire des risques et des effets différés de ce qu'on faisait. Et pour ça, ils ont demandé la création d'une commission internationale sur le climat à l'ONU, de façon à avoir une vision globale des impacts. Je citerai aussi, dans le cadre de cette responsabilité devant l'avenir, le cas de la conférence de citoyens sur la révision des lois de bioéthique organisée par le Parlement en 2011. Là, les citoyens ont demandé de limiter la sélection des embryons par ce qu'on appelle le diagnostic préimplantatoire sur un seul caractère génétique par embryon plutôt que de faire le profil génétique le plus complet possible. C'est-à-dire qu'ils ont posé le problème de contenir l'eugénisme potentiel de la recherche du bébé parfait en examinant tout le génome. La réaction du Parlement a été de faire connaître cette demande
mais de ne pas la discuter. Un exemple de logique, c'est-à-dire de bon sens, qu'on voit dans les conférences de citoyens. Dans la conférence sur les OGM, en 1998, les citoyens ont posé la question fondamentale. Plutôt que toujours parler des risques, ils ont dit « mais quels avantages ont les plantes transgéniques ? Et qui a besoin des PGM ?» Cette question est fondamentale parce que si personne n'a besoin des PGM, c'est évidemment qu'on peut s'en passer et ne pas courir le moindre risque. Évidemment, qui a besoin des PGM n'a pas rencontré de réponse argumentée. De même, dans la conférence de citoyens sur les changements climatiques en 2002, la priorité qui a été posée par les citoyens, ça a été de diminuer la consommation d'énergie. C'est-à-dire que de poser un problème fondamental qui n'est pas pris en compte par ce qu'on appelle le développement durable, ni encore plus par la croissance verte. Diminuer la consommation d'énergie, c'est le point fondamental pour éviter les drames climatiques. Je voudrais aussi donner des exemples d'inventivité ou de vigilance intellectuelle des citoyens. C'était dans la conférence de citoyens sur les OGM, donc de 98, où les citoyens ont émis l'idée de créer un deuxième collège d'expertise dans les commissions d'experts spécialisés. C'est-à-dire qu'il y a actuellement un collège scientifique et c'est tout. Ils ont demandé qu'on crée à côté un collège avec des représentants des sciences humaines et sociales et des représentants de la société civile. Pourquoi ? Tout simplement parce que les experts scientifiques n'ont pas l'exclusivité de la vérité ni de la sagesse. Ceci a été réalisé au moment où la commission du génie biomoléculaire a été remplacée par le Haut Conseil des biotechnologies. Ce Haut Conseil est donc composé d'un collège scientifique et d'un collège éthique, économique et social, ce qui répond à la demande des citoyens. Il y a eu aussi dans la conférence de citoyens sur les changements climatiques en 2002 la demande de contrôler les émissions de gaz à effet de serre par un organisme supranational afin d'éviter les tricheries. Les citoyens demandaient que cet organisme soit indépendant des intérêts économiques des pays du Nord. Et ils demandaient déjà un mécanisme de sanction par l'ONU devant les émissions trop abondantes par certains pays. Ce qui est toujours en discussion malgré ce qu'on appelle l'urgence climatique. Il y a aussi dans ces attitudes vertueuses la volonté de respecter les idées minoritaires qui finalement sont peut-être porteuses de vérité pour l'avenir. Et là, un exemple, dans la conférence de citoyens sur les OGM en 2002, les citoyens ont demandé que les commissions d'experts publient les points de vue minoritaires et pas seulement le point de vue majoritaire. Ceci afin d'éviter le monopole des idées dominantes. Cette idée a été reprise dans le Haut Conseil des biotechnologies. De même, dans la conférence de citoyens sur la bioéthique et la fin de vie qui a eu lieu en 2013, les citoyens ont posé la question du droit au suicide et de l'exception d'euthanasie. De façon, ils l'expriment très clairement, à résister au poids croissant du corps médical dans la vie personnelle. Donc c'était là l'ouverture vers des questions qui étaient préalablement tabous et qui continuent d'être discutées. Je voudrais donner des exemples, pour finir, de désintéressement, d'altruisme. D'abord en rappelant, là c'est pas en France, c'était aux États-Unis dans les années 90, qu'un jury citoyen a demandé qu'on augmente les impôts. C'était toujours intéressant de rappeler ça parce que ça montre que l'avis d'une conférence de citoyens peut être l'inverse d'un programme électoral. Jamais on ne pourrait être élu en demandant qu'on augmente les impôts. Et ça montre que le bien commun peut être le contraire de la démagogie. Alors en France, on a eu des exemples de ce type. La Convention de citoyens sur les ondes électromagnétiques en 2009 a posé le cas des personnes électrosensibles. Et là, les citoyens ont dit qu'il fallait absolument limiter le nombre d'antennes relais et il fallait limiter l'utilisation du téléphone dans les transports en commun. C'est-à-dire que, bien que ces personnes aient toutes un téléphone portable, elles se posaient en possibilité de perdre par l'avis même qu'elles avaient proposé. Dans la conférence de citoyens sur les changements climatiques en 2002, il a été demandé de taxer la climatisation dans les automobiles. Il a été demandé de taxer le kérosène des avions, je crois que c'est la première fois qu'on parlait de ça, et de limiter la vitesse des voitures. Et pourtant, tous ces citoyens sont des usagers de la voiture et assez souvent des avions, si bien qu'ils sont tous éventuellement pénalisés par leurs propres demandes. Je citerai un dernier cas, c'est la conférence de citoyens sur les changements climatiques qui a émis l'idée que la priorité, c'est une aide financière et technique aux pays défavorisés, c'est-à-dire que le développement au sud ne peut pas être empêché alors qu'il faut envisager la frugalité dans les pays du nord.
Ils ont demandé aussi d'augmenter le poids des pays en voie de développement dans les décisions à l'ONU, ce qu'on peut appeler la justice climatique. C'est une demande qui est toujours en attente 13 ans après. Ainsi, la conférence de citoyens, et mieux encore la convention de citoyens, apparaît comme un outil privilégié pour définir le bien commun. Parce que c'est l'occasion unique d'impliquer les citoyens en stimulant l'intelligence comme le sens des responsabilités et de la fraternité. Si ceci n'existe pas dans la vie ordinaire, c'est qu'il y a un gâchis d'humanité. Il y aurait la possibilité de provoquer de tels comportements vertueux, tels qu'ils apparaissent dans les conditions définies pour les conférences ou conventions de citoyens, et cette possibilité provoquerait évidemment un bénéfice collectif pour le choix des technologies et des innovations, aussi bien, pourquoi pas, que pour des choix éthiques ou des choix politiques.